Sur le terrain, en tout cas, Poutine, lui, il a les moyens de tenir encore longtemps. Les Ukrainiens eux-mêmes estiment que les Russes peuvent tenir sans difficulté sur le front jusqu'en 2025. C'est ce que nous dit le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Budanov. L'économie russe est capable de soutenir l'effort de guerre sans difficulté particulière, au moins jusqu'en 2025. Et écoutez ce que dit Poutine sur l'économie russe. C'était hier au Forum culturel de Saint-Pétersbourg. Le chef du gouvernement a indiqué que, pour le mois dernier, la croissance économique était de 5,5% du PIB. D'ici la fin de l'année, elle sera supérieure à 3%. Nous l'avons toujours dit avec prudence, ce sera 2,7, 2,5, 2,8%. Aujourd'hui, nous affirmons avec confiance qu'elle sera supérieure à 3%. Je ne dirai pas ce qu'il en est dans les pays européens à l'heure actuelle, afin que cela ne ressemble pas à de l'arrogance et de la vantardise. Non, bien sûr, c'est pas du tout le genre. Hein. Quand on connaît le président russe, Vera Krantseva, je vous voyais sourire sur la réalité de la résistance économique. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que elle résiste mieux que ce que les Occidentaux espéraient. On sait que la Corée du Nord a fourni au moins 1 million d'obus, des roquettes, des missiles balistiques à Moscou. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une asymétrie entre les Russes et les Ukrainiens dans cette guerre? On ne sait pas si les Ukrainiens, si les Occidentaux pourront soutenir Kiev encore 2 ans de plus. En fait, à mon avis, la guerre longue, ce n'est pas très profitable pour les deux côtés. En fait, pour la Russie, c'est aussi pas facile à tenir. Poutine a beau et bien manipuler des chiffres macroéconomiques, c'est facile. Après, il faut se souvenir que le taux de croissance de PIB en Russie, en moyen, entre 2000 et 2020, c'était 6%. Donc, se flatter en 2023, 2024 de 3%, c'est un peu moyen. En plus, on sait que le taux de croissance de PIB, il inclut la production militaire et du coup, ça ne montre pas finalement quel est le niveau de vie en Russie à cause de cette guerre. Et par rapport à niveau de vie, effectivement, les autres facteurs peuvent nous montrer quel est le vrai niveau de vie. Il y a l'inflation qui est galopante en Russie. Chaque fois quand je la compare avec la France, ça n'a rien à voir parce que je suis allée en fait vérifier les médias russes qui parlent de l'inflation et j'ai vu que sur certains produits alimentaires, l'inflation atteignait 50%, 60%. C'est les viandes, les légumes, les choses comme ça que les gens mangent au niveau quotidien. Donc quand même, ça, et tous les retours que j'ai de la Russie, effectivement, tout le monde se plaigne de l'inflation énorme qui a considérablement baissé le niveau de vie. Après, même si au niveau macroéconomique, Poutine montre un indicateur de croissance de PIB, quand même, on peut voir le budget russe. Ce qu'on constate, qu'il y a une perte, déjà, le budget est devenu déficitaire, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le budget russe, entre 2017 et 2020, quand même, avait un excédent budgétaire, donc il avait des fonds un peu à côté pour les situations de crise. Voilà, maintenant, ce n'est plus le cas. Les pertes des revenus pétroliers sont aussi tombés de 30%. Donc c'est aussi un coût très fort parce que le budget russe est composé à 40% des revenus pétroliers. Donc pour la Russie, au niveau économique, déjà, ça ne veut pas dire que Poutine va lâcher la guerre et va abandonner ses ambitions. Mais je veux dire que ça implique les risques politiques pour lui aussi. Parce que les Russes, un peu le contrat social qu'il a signé avec les Russes en 2022, c'était de dire que ça va être une petite opération spéciale, ça ne va pas vous impacter directement. Et maintenant, on voit que les Russes, les familles russes sont impactées directement par les sanctions, en fait, par tout ce qui était fait contre la production économique russe. Et dernier élément aussi très important, au niveau des soldats, des effectifs sur le front, pour Poutine aussi, il y a un gros problème. Comment remplacer les gens qui ont été tués déjà au front et qui ont été mobilisés? Parce que depuis déjà un an, quelques mois, les gens qui ont été mobilisés ne peuvent pas revenir à la maison. Et ce qu'on voit, qu'en Russie, il y a un mouvement contestataire qui remonte des femmes notamment, qui commencent à faire des manifestations qui ne sont pas autorisées, ce qui est très dangereux en Russie. Je crois que la dernière statistique, c'était dans 20 villes russes. Il y avait des communautés de femmes qui voulaient protester contre le fait que leurs maris ne sont pas retournés du front. Pourquoi elles ne peuvent pas retourner du front? Parce que Poutine ne peut pas les remplacer par une nouvelle mobilisation. Une nouvelle mobilisation, c'est un risque énorme politique. Même dans les régions les plus reculées de Russie? Ils ont
ouais, déjà, ces manifestations, c'est plutôt dans les régions reculées, parce que c'est effectivement là-bas que la plupart des mobilisés ont été recrutés. Et même là-bas, c'est pas non plus illimité. Ils ne peuvent pas venir dans chaque famille et prendre des hommes. C'est impossible. Ça va déstabiliser aussi les régions éloignées en Russie. Donc ça, pour Poutine, il y a aussi des risques. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre en compte tout ça, il va s'arrêter. Mais je crois que minimum jusqu'aux élections 2024, il va être assez prudent, parce que la situation en Russie politique n'est pas très stable, comme on a vu avec la mutinerie, comme on a vu au Daghestan, quand l'aéroport entier a été pris d'assaut par une foule de gens. Donc voilà, c'est pas tout à fait, à mon avis, vrai de dire que pour Poutine c'est très facile la guerre longue. Non, pour lui aussi, il y a des risques considérables. Général. Oui, Vera a bien fait de rappeler indirectement qu'il y avait comme des élections pour Vladimir Poutine, donc fin du mois de mars, en gros. Donc déjà, on est aussi dans la présentation du programme politique indirect ou du bilan par Poutine auprès de son opinion publique. Voilà. Alors maintenant, est-ce que son économie est florissante ? Considérons que dans tout temps de guerre, une économie ne peut qu'en souffrir. Et le déficit, il n'y a pas que dans un pays en guerre qu'on le connaît, au terme de budget. J'ai l'impression que c'est assez réparti, notamment en Europe. Hein. Voilà. On parle de la Russie. Ça veut dire que, globalement, quand on dit qu'il y a 3% de croissance, c'est quand même pas si mal si les chiffres sont vrais, bien entendu. Voilà. Bon, là, j'irai pas là. Non, voilà. Pour moi, je dirais sans avoir plus d'éléments, je dis simplement que l'économie russe est en état de guerre. Elle prépare une guerre longue. Maintenant, est-ce que la Russie va pouvoir tenir dans la durée ? Et je suis encore toujours surpris, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, que c'est encore le service de renseignement ukrainien qui nous dit ce qu'on doit penser, en disant voilà ce qu'on doit penser des Russes. En disant voilà, la Russie est capable de faire la guerre jusqu'en 2025. Non, mais Poutine le dit aussi, c'est pour ça que pour une fois, ils sont un peu raccords. Ils sont peut-être téléphonés avant, je n'en sais rien. La Russie à tenir encore. Mais voilà, à la limite, j'aurais préféré que le président Zelensky nous le dise, j'aurais plus eu confiance, enfin, limite. J'aurais plus confiance. Peu importe. On est dans une économie qui se met en état de marche, qui fonctionne, et on le voit bien sur le terrain. Pour l'instant, toutes les déficiences dont on a parlé, je me souviens de certains qui disaient il y a plus d'un an qu'il n'y avait plus de missiles, qu'il n'y avait plus rien, plus de but du côté russe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas quand on voit les combats tels qu'ils se passent. C'est-à-dire que l'économie s'est mise en situation d'état de guerre. Alors effectivement, ça aide à la croissance du PIB puisque l'industrie fonctionne, mais ça prouve quand même que la Russie a su faire face. Et puis même sur le prix du pétrole, si on regarde bien, même s'il y a un plafonnement voulu par les États européens à $60 si on doit acheter du pétrole russe, on voit bien qu'ailleurs ce n'est pas forcément le cas et que le baril doit être entre 85 et 90 dollars le baril. Donc il y a des possibilités de contourner et d'avoir des rentrées d'argent. Alors même si le budget a peut-être baissé littéralement, il y a quand même la vente de tout cela. Donc finalement, la Russie s'en sort entre guillemets assez bien. La question est de savoir, vous l'avez évoqué, est-ce que la population russe, effectivement, ne va pas réagir petit à petit face aux restrictions, peut-être à la hausse de la vie, et puis surtout aux mobilisés effectivement qui ne reviennent pas. C'est ce qu'on a évoqué cet après-midi d'ailleurs, les mobilisés qui ne reviennent pas, ou 1 an et demi sur le front. C'est énorme. Chez nous, c'est impensable à date d'aujourd'hui, mais ils y sont. Pression des familles, et puis quand même ce dont on ne parle pas parce qu'on ne le sait pas, c'est le retour des corps d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même beaucoup de morts en Russie, et je ne pense pas que ça ne puisse pas impacter, et même il y a aussi pas que des morts, il y a tous les blessés qui rentrent. Donc comment se fait-il qu'il n'y ait pas une réaction au sein de la société civile russe, alliée justement aux questions économiques, à la situation d'opérations spéciales, et puis dans un cadre, je dirais, d'élection. Donc la question, qui va pouvoir se présenter contre Poutine? Tout le monde dit qu'il sera élu, très bien, et que les oppositions seront faibles. Mais peu importe, on peut s'étonner quand même d'une certaine apathie de la société russe, même si on pourra nous dire qu'elle a toujours été comme ça. Ça surprend toujours, voilà. Avant qu'on vous explique ce qu'un mercenaire de Wagner faisait face à des collégiens, Claude Manche-Mélisson et David Rigoulet-Rose, sur Poutine, qui peut tenir jusqu'en 2025. Oui, en effet, comme ça vient d'être dit, Poutine a les yeux rivés à sa réélection du mois de mars prochain. Et dans les 4 mois qui nous séparent de cette réélection, on va assister à un festival de Poutine. Il est d'ailleurs déjà en campagne depuis 1 mois. C'est pour ça qu'il a changé d'attitude. Physiquement, il a changé. Il est en campagne. Il a un plan de campagne. Il multiplie les événements. Et autant, il y a 10 ans, il nous faisait le coup du super Poutine qui plongeait au fond de la mer Noire pour en retirer une amphore grecque qui probablement y avait été posée 2 jours auparavant, super Poutine qui faisait de l'ULM au milieu des cigognes, etc., qui pilotait un avion, bon. Là, on va avoir des choses qui sont calibrées, ciblées en termes de communication pour sa réélection. Car je pense qu'il
il a une différence d'appréciation par rapport à son porte-parole Peskov, qui il y a 3 mois disait de toute façon ça sert à rien, ça coûte cher et on connaît déjà le résultat. C'est pas si sûr. Et ce que disait Vera tout à l'heure est important. On va voir comment se profile la campagne, mais après tout, il va falloir voir aussi ce que les partisans de Navalny préconisent pour l'élection. Peut-être qu'il y aura des abstentions, peut-être qu'il y aura beaucoup de votes nuls, peut-être qu'il y aura beaucoup de façons d'exprimer un désaccord avec, en effet, la voie choisie par Poutine. C'est en tout cas à ça qu'il faut jouer de notre côté, et c'est pour ça que c'est pas une bonne idée de décrédibiliser l'armée ukrainienne, de dire que l'Ukraine n'y arrivera pas et que, dans le fond, la Russie finira par gagner, c'est-à-dire par conserver les territoires qu'elle a sous son contrôle. Rapidement, David, c'est possible. Oui, mais le bilan, effectivement, dans la perspective de la campagne, c'est aussi les territoires annexés, qui peut présenter comme un gain. Qui évidemment n'est pas reconnu par la communauté internationale, mais lui, vis-à-vis de son opinion publique, il peut dire qu'il a quelque chose à mettre sur la table, et ce qui n'est pas rien par rapport à la société russe. Et puis, il faut dire quand même que le complexe militaro-industriel tourne à plein régime. La situation de la Russie aujourd'hui, malheureusement pour les Ukrainiens, c'est le problème, et aussi pour les alliés qui les soutiennent, c'est que la situation de la Russie est moins mauvaise dans le cadre de la guerre qu'ils ont lancée que de la première année. C'est ça, en fait. Et c'est là-dessus qu'il va jouer, incontestablement. Alors, on ne peut pas présager, évidemment, d'un éventuel retournement de l'opinion publique, mais c'est vrai qu'il y a quand même une passivité, on va dire, structurelle de la société russe qui... on ne peut pas compter là-dessus pour mettre un holà à la dynamique guerrière de Poutine. C'est tout le problème.